Le bus de minuit, le dernier appel de ma fille. Il est 00h47. Je suis au téléphone avec ma fille. Elle chuchote comme si quelqu'un l'écoutait. Elle me dit qu'elle est dans le bus, qu'il fait froid, que le chauffeur a changé à mi-chemin. Puis, un bruit sec, la ligne coupe. Depuis, plus aucun signe d'elle. Abonnez-vous pour découvrir cette histoire bouleversante où chaque minute compte, et pour ne pas manquer la suite, il est 00h47. La lumière bleutée de mon téléphone éclaire à peine mes draps froissés. Je tiens l'appareil contre mon oreille, serré comme si ma main pouvait retenir la voix de ma fille. Elle chuchote, et son souffle rapide me donne l'impression qu'elle court, ou qu'elle se cache. Maman, il fait froid, le chauffeur, c'est pas le même. Sa voix tremble, presque couverte par un grincement métallique, un bruit de marche lente sur un sol creux. Je crois entendre un souffle derrière elle, plus grave, plus proche. Attends. Puis, soudain, un choc sec. La ligne se coupe. L'écran noir me renvoie mon propre reflet, les yeux grands ouverts. Je rappelle aussitôt. Une fois, deux fois, trois fois. Messagerie vocale. Mon cœur tape si fort que je l'entends dans mes tempes. Elle rentrait de chez une amie à 2 heures de route. Elle m'avait assuré qu'il était plus sûr de prendre le bus de minuit plutôt que de dormir là-bas. J'avais accepté, pensant que c'était logique. Quelle mère peut imaginer que le danger viendrait du bus lui-même ? Je me repasse chaque mot dans ma tête. Chauffeur pas le même. Que veut-elle dire ? Une substitution en cours de route ? Les chauffeurs se relaient parfois, mais jamais à cet arrêt intermédiaire. Et ce bruit métallique ? Une porte ? Une cage ? Je saute du lit, enfile mon jean et mon manteau, attrape mes clés. Dehors, le froid me mord les joues. Les lampadaires diffusent une lumière jaune et tremblante qui donne au trottoir l'air d'un décor figé. L'air sent l'asphalte humide et la poussière des feuilles écrasées. À la gare routière, le hall résonne de mes pas. Le tableau d'affichage indique « Arrivée, 00h30, retard ». Il est 01h05, aucun bus. La femme de ménage passe sa serpillière en silence. L'odeur âcre du détergent flotte, mélangée à celle, rance, du café froid dans un gobelet oublié. Je frappe à la vitre du guichet de nuit. L'homme derrière l'écran me regarde à peine, la lumière crue des néons accentuant les poches sous ses yeux. « Vous êtes sûr qu'elle était dans ce bus ?» demande-t-il monotone. Elle m'a appelé depuis l'intérieur. J'ai entendu le moteur, des voix. Peut-être qu'il a eu un retard sur l'autoroute. Ça arrive. Il hausse les épaules, retourne à son écran. Je sens monter en moi une colère glaciale. Comment peut-il rester si indifférent ? Je sors sur le quai désert. Le vent s'engouffre dans mon manteau, porte avec lui des papiers gras et le bruit lointain d'un camion sur la nationale. Un gobelet vide roule sur le béton, heurte un poteau. Les néons du quai clignotent, créant des ombres étranges. Je ferme les yeux. Dans le silence, je crois encore entendre la respiration paniquée de ma fille juste avant que tout ne s'arrête. Non, ce bus n'est pas simplement en retard, ce bus n'est pas arrivé, et il se pourrait bien qu'il n'arrive jamais. Je reste planté sur le quai encore quelques minutes, espérant voir apparaître au loin les phares d'un bus. Rien. Juste le sifflement du vent et le craquement d'une enseigne qui oscille. Finalement, je sors mon téléphone et compose le numéro de la gendarmerie. Une voix fatiguée décroche, m'explique que je dois me présenter sur place pour déposer un signalement. La brigade est à 10 minutes à pied. Les rues sont désertes, bordées de vitrines sombres. Un lampadaire clignote, projetant des éclats de lumière intermittents. Le trottoir est encore humide, de la pluie tombée plus tôt, et l'odeur de terre mouillée me suit tout au long du chemin. Je pousse la porte vitrée du poste de police. À l'intérieur, l'air sent le papier, le café tiède et une légère odeur de tabac froid. Derrière le comptoir, un officier à la mâchoire carrée lève les yeux vers moi. « Bonsoir, madame. » Ma fille, elle a disparu. Elle était dans le bus de minuit, il n'est jamais arrivé. Il consulte sa montre. Quelle heure a-t-elle quitté son point de départ ? Vers 23h30. Écoutez, il est à peine 1h30. C'est trop tôt pour parler de disparition. Les bus peuvent avoir du retard. Vous ne comprenez pas, je l'ai eu au téléphone. Il s'est passé quelque chose. Je sens mon ton monter. L'homme soupire, tape quelques mots sur son clavier. On peut noter votre déclaration, mais sans éléments concrets. Je me mords la lèvre pour ne pas hurler. Finalement, il prend mon nom, celui de ma fille, la description de ses vêtements. Manteau bleu marine, écharpe grise, sac à dos noir avec un pins en forme de lune. Il ne note pas mes tremblements, ni la panique dans ma voix. En sortant du poste, le froid me saisit de nouveau. La gare est encore éclairée mais vide. Je décide d'aller à l'arrêt où elle laisse monter. Il est isolé, près d'un vieux bâtiment industriel. L'air y est plus humide, chargé d'une odeur métallique et de gasoil.
Un chauffeur de bus fume une cigarette près de son véhicule garé. Sa veste orange réfléchit la lumière des lampadaires. Excusez-moi, vous étiez sur la ligne de minuit vers Paris ? Il secoue la tête. Non, j'ai fini ma tournée à 22 heures. Mais c'est drôle. C'était censé être Marc, le chauffeur de nuit. Et il m'a dit par SMS qu'il ne bossait pas ce soir-là. Un frisson me parcourt. Si ce n'était pas Marc, alors qui conduisait le bus ? Je regarde autour de moi. Une caméra de surveillance était fixée sur un poteau, dirigée vers l'arrêt. Je m'approche, espérant qu'elle ait enregistré quelque chose. Mais une étiquette rouge est collée dessus. Hors service. Je recule d'un pas. Ce n'est plus une coïncidence. Quelqu'un voulait que personne ne voie ce qui s'est passé. Et cette pensée m'écrase la poitrine comme une pierre. Je passe la matinée à appeler toutes les connaissances de ma fille. Personne ne l'a vue depuis la veille. Le soleil est pâle, filtré par un voile de nuages, et la lumière froide rend la ville encore plus silencieuse. Mon téléphone vibre. Numéro inconnu. Bonjour madame. Je crois avoir vu votre fille cette nuit, à Paris. Sa voix est rauque, comme usée par le tabac. Il dit s'appeler Alain. Il prétend l'avoir aperçue vers 2 heures du matin près de la gare de Bercy, assise sur un banc, avec un sac à dos noir. Il me décrit son manteau bleu et son écharpe grise. Les détails sont exacts. Mon cœur s'emballe. On se donne rendez-vous dans un petit café près de la mairie. L'air à l'intérieur est chaud, saturé d'odeurs de café fraîchement moulu et de croissants. Les tasses s'entrechoquent derrière le comptoir, créant un bruit de fond familier. Alain est déjà là, un homme d'une 50aine d'années, bonnet gris, barbe mal taillée. Ses yeux bougent sans cesse, comme s'il surveillait la porte. « Je l'ai vue, j'en suis sûr », dit-il en enroulant ses doigts autour de sa tasse. Elle avait l'air fatiguée, un peu perdue. Il parle vite, trop vite. Je lui demande s'il allait essayer de lui parler. Il détourne le regard. Non, j'ai pensé qu'elle attendait quelqu'un. Je sens une gêne. Ses mains tremblent légèrement, et l'odeur de tabac froid qui l'entoure est entêtante. Je lui montre une photo récente de ma fille sur mon téléphone. Il hoche la tête avec assurance. Pourtant, quelque chose cloche. Comment aurait-elle pu être à Paris si le bus n'est jamais arrivé, et pourquoi n'a-t-il pas contacté la police plutôt que moi directement ? Je l'interroge encore, mais ses réponses deviennent floues. Finalement, il se lève pour aller aux toilettes. Je reste seul à la table. La serveuse, une femme aux cheveux relevés, s'approche. « Vous connaissez bien ce type ? » ?»« Non. »« Pourquoi ? » ?»« Il vient souvent. » Toujours avec la même histoire, qu'il a vu une fille disparue. La semaine dernière, il a dit ça à une autre femme. Un frisson me traverse. Quand Alain revient, je le remercie froidement et quitte le café. Dans la rue, le froid me gifle. Je sens que je viens de perdre un temps précieux. Je m'arrête sous un porche pour reprendre mon souffle. Les passants marchent vite, les yeux rivés sur leur téléphone. Je compose le numéro de la police pour signaler cet homme, mais je sais déjà qu'ils ne feront rien sans preuve. En rentrant chez moi, je décide de tout revoir depuis le début. J'ouvre mon ordinateur, cherche des images, des vidéos, tout ce qui pourrait confirmer son passage à Paris. Rien. Pas une trace. Comme si Alain avait inventé chaque mot. Et si cet homme n'était pas seulement un menteur en quête d'attention, mais quelqu'un qui savait exactement ce qui était arrivé à ma fille. La nuit tombe à nouveau, et avec elle revient cette sensation d'étau qui se resserre. Je ne peux pas rester immobile. Je décide de fouiller les réseaux sociaux en tapant le nom de la ligne de bus et la date. Les résultats s'accumulent, selfie flou, paysage de nuit, passagers ennuyés. Puis une image attire mon attention. Elle a été postée par un étudiant à 00h20 quelque part sur la route. On y voit l'intérieur d'un bus. Mais le numéro d'immatriculation, visible dans un reflet, n'est pas celui de la compagnie officielle. Je télécharge la photo et l'agrandis. Le conducteur, un homme grand aux épaules larges, porte une casquette sombre. Sur le tableau de bord, un vieux talkie-walkie gris, rayé, d'un modèle que je n'ai pas vu depuis des années. Un détail minuscule me glace. Dans le reflet de la vitre derrière lui, une silhouette assise côté fenêtre. Les cheveux bruns attachés en queue basse. L'écharpe grise. Ma fille. Mon souffle se bloque. Je zoome encore, mais l'image devient floue. Pourtant, je sais. C'est elle. Et elle n'a pas l'air de parler à quelqu'un. Elle regarde droit devant, figée. Je contacte immédiatement l'auteur de la photo. Il me répond quelques minutes plus tard. « Ah oui, c'était bizarre. Le chauffeur nous a fait descendre à mi-parcours, puis on est remonté dans ce bus-là. Il n'avait aucun logo de compagnie. On a repris la route comme si de rien n'était. Vous souvenez-vous de l'endroit ? Pas vraiment. Quelque part près d'un dépôt, je crois. Je sens un goût métallique dans ma bouche. Pourquoi personne n'a signalé ça ?
Je décide d'imprimer la photo et de l'amener à la police. Mais au poste, l'agent hausse les épaules. Une photo prise de nuit avec un reflet, ce n'est pas une preuve. Je sors, le cœur battant, la photo serrée dans ma poche. Le vent froid s'engouffre sous mon manteau. Je sais désormais qu'elle est montée dans un bus qui n'aurait jamais dû être là. Et quelqu'un a pris soin de brouiller toutes les pistes. Je longe la nationale, les phares des voitures m'éblouissant par intermittence. Mon téléphone vibre, un message d'un compte inconnu. Il contient une seule phrase. Arrêtez de chercher. Je m'arrête net, le sang bat à mes tempes. Mes mains tremblent, je lève les yeux. De l'autre côté de la route, une silhouette se tient dans l'ombre, immobile, comme si elle m'observait. Je recule d'un pas, mon cœur battant à tout rompre. La silhouette de l'autre côté de la route reste immobile, comme une tache plus sombre dans l'obscurité. Un camion passe à vive allure, et quand je regarde à nouveau, elle a disparu. Mes mains sont moites malgré le froid. Je serre la photo du bus dans ma poche et décide de retourner chez moi. Mais chaque pas me donne l'impression d'être suivi. Au petit matin, je me rends à la zone industrielle à la sortie de la ville. Plusieurs compagnies de transport y ont leur dépôt. L'air y est saturé d'odeurs de gasoil et de caoutchouc brûlé. Des carcasses d'anciens bus s'alignent derrière des grillages rouillés. Le bruit régulier d'un compresseur résonne quelque part. Je montre la photo du conducteur à différents employés. La plupart secouent la tête, mais un mécanicien, la cinquantaine, s'arrête, plisse les yeux. Ça, c'est pas un chauffeur officiel. Mais ce talkie, je l'ai déjà vu. Il appartient à un gars qui traîne parfois ici. Un ancien de la boîte. Il s'appelle Lucien. Lucien. Le nom reste coincé dans ma gorge. Le mécanicien baisse la voix. Il loue un vieux hangar à quelques kilomètres d'ici. Pas vraiment un endroit où on garde des bus, si tu vois ce que je veux dire. Je le remercie et note l'adresse. En chemin, mes pensées se bousculent. Pourquoi un ancien chauffeur utiliserait-il un bus sans logo pour transporter des passagers? Et pourquoi remplacer le chauffeur officiel au milieu du trajet? Le hangar est isolé, au bout d'un chemin de gravier. Les herbes hautes et la rouille sur le portail témoignent d'un lieu à l'abandon. Sauf qu'une odeur de gasoil frais flotte dans l'air. Je pousse la porte entr'ouverte. À l'intérieur, plusieurs bus sans plaque d'immatriculation. La lumière entre par des fentes dans la tôle, projetant des bandes claires sur les carrosseries. Je m'approche d'un véhicule. Les vitres sont opaques de poussière. Quand je monte les marches, le grincement du métal résonne dans tout le hangar. À l'intérieur, l'air est froid, saturé de cette odeur de plastique et de tissus humides. Sur un siège, un foulard rouge, pas celui de ma fille, mais il porte une petite tache sombre séchée. Mon estomac se noue. Je descends précipitamment. Un bruit sourd retentit derrière moi, un talkie-walkie, enfin un grésille, émettant un souffle statique. Puis une voix grave, presque un murmure. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me retourne lentement. Un homme grand, la quarantaine, casquette vissée sur le crâne, se tient à l'entrée. Dans sa main, le vieux talkie gris de la photo. Ses yeux ne clignent pas. L'homme ne bouge pas, ses bottes ancrées dans le sol comme s'il voulait me barrer la sortie. Son regard glisse sur moi, lentement, puis sur le foulard que je tiens encore dans ma main. « Ce n'est pas un endroit pour vous, dit-il d'une voix basse et rugueuse. Je fais un pas en arrière, sentant le froid du hangar s'infiltrer sous ma peau. Une odeur étrange flotte, mélange d'huile moteur, de poussière et quelque chose de plus âcre qui me rappelle le chlore d'une piscine. Le talkie-walkie dans sa main grésille encore, comme un souffle mécanique. Je cherche ma fille. Je lance ma voix tremblant malgré moi. Elle a disparu après avoir pris un bus, et ce bus était ici. Son expression ne change pas, mais ses doigts se crispent légèrement sur l'appareil. « Vous devez partir maintenant. » Il avance d'un pas. Mon instinct me hurle de fuir, mais une question brûle mes lèvres. « Qu'est-ce que vous avez fait aux passagers ?» Un silence lourd s'abat. Seul le goutte-à-goutte d'une fuite d'eau résonne au fond du hangar. Puis il soupire, tourne la tête vers un bus garé au fond, plus grand que les autres. « Je ne peux rien vous dire, mais vous n'êtes pas la première à venir ici. » Ces mots me glacent. Il se détourne soudain, range le talkie dans sa poche et marche vers le fond. Hésitante, je le suis. Les planches du sol grincent sous nos pas. La lumière devient plus faible, filtrée par des ouvertures hautes couvertes de poussière. Devant le grand bus, il s'arrête, pose la main sur la porte coulissante. Derrière, vous trouverez peut-être ce que vous cherchez. Ou pas. Il tire la porte d'un coup sec. Une odeur forte de chlore et de métal chaud me frappe au visage. L'intérieur est plongé dans l'ombre, mais je distingue des sacs à dos, des manteaux, des chaussures éparpillées. Les sièges sont vides, comme si les passagers avaient disparu en plein voyage. Je monte 2 marches, mon cœur battant dans mes tempes.
Mon pied heurte un objet, un petit pins en forme de lune, celui de ma fille. Je le ramasse, mes doigts tremblants, et le serre contre moi. En me retournant pour demander des explications, je réalise qu'il n'est plus derrière moi. Le hangar est silencieux. Le talkie-walkie gît au sol, abandonné. Puis, du fond du bus, un craquement. Lent, prolongé, comme si quelqu'un venait de se lever. Je reste figé, le pin serré dans ma paume au point de m'enfoncer dans la peau. Le craquement se répète, plus proche. Mon souffle devient court, chaque inspiration me brûle la gorge. Je distingue une silhouette qui se déplace lentement entre les rangées de sièges. La lumière qui filtre par les vitres sales éclaire par instants un visage marqué, fatigué, aux yeux cernés. « Vous n'êtes pas Lucien, murmurai-je. L'homme secoue la tête, sa voix est rauque. Non. J'ai conduit ici, mais pas de mon plein gré. Il avance, les mains levées, comme pour me prouver qu'il ne représente pas une menace. Il dit s'appeler Raymond. Ancien chauffeur pour la compagnie officielle, il a quitté son poste il y a 3 ans. Mais Lucien et ses associés l'ont retrouvé, lui ont promis de l'argent pour un dernier trajet. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce trajet ne ressemblait à aucun autre. Quand j'ai vu ta fille monter, j'ai su que quelque chose n'allait pas, continue-t-il. Les portes ont été verrouillées après la première heure. Les passagers n'avaient plus le droit de descendre. À la station de relais, Lucien a pris ma place et m'a ordonné de disparaître. Je serre les dents. Et tu es parti ? J'ai eu peur. Mais j'ai vu où il les emmenait. Il m'explique qu'au fond de cette zone industrielle, derrière les hangars, il existe un entrepôt désaffecté relié par un passage souterrain. C'est là qu'il transfère les passagers. Personne ne revient. Je sens ma gorge se nouer. Chaque mot qu'il prononce enfonce la lame plus profondément. Pourtant, un espoir minuscule s'allume. Ma fille, elle est peut-être encore vivante. Pourquoi me dire ça maintenant ? Il baisse les yeux. Parce que je les ai entendus parler. Ils veulent partir ce soir avec un nouveau convoi. Ta fille doit être avec eux. Je m'approche, mes mains tremblent. Tu peux m'y conduire ? Il hoche la tête. Mais avant que nous puissions bouger, un bruit métallique retentit à l'extérieur, comme une chaîne qu'on tend. Le visage de Raymond se crispe. Trop tard. Par une fente entre les planches, je vois des ombres se glisser à l'intérieur du hangar. Des voix basses échangent des ordres. Le son d'une arme qu'on charge résonne dans l'air froid. Raymond me saisit par le bras. « Si tu veux revoir ta fille, il faut courir. Maintenant. » Raymond m'entraîne vers l'arrière du hangar. Nos pas résonnent sur le sol métallique, couvert par le bruit des voix qui se rapprochent. Il pousse une porte de service rouillée. L'air glacé de la nuit nous frappe au visage. Nous courons à travers un terrain vague, nos chaussures s'enfonçant dans la boue. L'odeur d'essence flotte, mélangée à celle plus lourde, plus inquiétante, du chlore. Derrière un mur décrépit, il me montre une trappe à demi dissimulée sous des planches. Nous descendons dans un couloir étroit, éclairé par une lumière blafarde qui fuit d'une ampoule nue. L'air est lourd, humide, saturé d'un mélange d'huile et de désinfectant. Des pas résonnent au-dessus de nous. Au bout du passage, une porte métallique. Raymond sort un trousseau de clés tremblants. Quand elle s'ouvre, l'odeur de chlore devient presque insupportable. Dans la pénombre, une dizaine de personnes sont assises contre les murs, les poignets attachés. Leurs yeux se lèvent vers nous, pleins de méfiance et d'espoir mêlés. Je la vois. Ma fille. Ses cheveux sont emmêlés, ses joues creusées, mais ses yeux, ce sont toujours les siens. Elle me fixe une seconde, comme pour vérifier que je ne suis pas une illusion, puis se lève d'un bond. Je la serre contre moi, son corps mince tremblant, l'odeur de sa peau mêlée à celle du plastique humide. On doit sortir, vite, souffle Raymond. Je libère ses poignets, mes mains glissant sur la corde rêche. Les autres prisonniers se lèvent aussi. Nous les entraînons vers la sortie, mais un cri retentit derrière nous. Lucien. Il surgit dans le couloir, une arme à la main. Vous n'irez nulle part. Tout se fige. Puis un bruit sourd éclate. Un coup de bélier contre la porte du hangar. Des voix hurlent. « Police !» En quelques secondes, des agents armés envahissent le passage. Lucien est plaqué au sol. L'air se remplit de l'odeur âcre de poudre et de sueur. Dehors, les gyrophares peignent les murs de bleu et de rouge. Ma fille, blottie contre moi, sanglote sans bruit. Je sens la chaleur de ses mains contre les miennes, la réalité de sa présence. Un officier nous couvre d'une couverture thermique. Les jours suivants, l'histoire éclate dans les médias. Réseau de transport illégal, enlèvement, complicité. Les autorités se félicitent. Mais je sais que, sans Raymond, ils n'auraient jamais trouvé l'entrepôt à temps. 3 mois plus tard,
Nous vivons dans un petit appartement au bord de la mer. Chaque matin, le parfum salé du vent entre par la fenêtre. Ma fille recommence à sourire. Parfois, elle se réveille en sursaut et je la serre jusqu'à ce que sa respiration se calme. Et moi, chaque fois que j'entends, au loin, le grondement d'un moteur de bus la nuit, mon cœur se serre, parce que je sais que le véritable cauchemar, c'est de ne plus écouter.